C'est bon? Ok. Donc j'appelle Monsieur Zambry pour la première présentation qui, je crois, n'a pas de PowerPoint. Donc direct micro. Voilà, ce que je vous demanderai pour ceux qui font la présentation orale, de m'envoyer quand même un document récapitulatif, voilà, pour qu'on puisse faire alors c'est pas des actes, hein, enfin l'équivalent d'actes pour la restitution et qu'on puisse partager tous les résultats des ateliers avec l'ensemble des membres de l'UCIBL. Merci. Oui, il y aura un support, il a été soigneusement tapé, mais il reste à relire, donc il y a des petites corrections. Voilà, donc je vais aller à l'essentiel assez rapidement. Donc on nous demandait comment la recherche devait s'adresser à la société, ce qui a amené tout de suite à se demander ce qu'était la société, parce que a toujours discuté des termes du sujet, on nous a appris ça dès le début. Surtout, avant de démarrer sur cette question fondamentale, je préciserai qu'autour de la table, on avait des gens de qualité, il y avait 16 personnes, mais sur les 16 personnes, il y avait 14 IFSTAR. Donc, ce qui veut dire que les opinions exprimées, alors ça explique peut-être pourquoi j'ai été choisi comme rapporteur, et donc les opinions exprimées ne reflètent pas l'ensemble de celles des établissements de la future université cible, ce qui veut dire qu'il faudra sûrement y revenir avec des participants d'autres établissements. Voilà. Mais bon, au moins on a essayé de se creuser le cerveau. Donc on est dans un contexte qui est quand même assez clair sur l'obligation des instituts de recherche et d'enseignement supérieur, donc je ne vais pas dire de vulgarisation, il paraît que c'est un gros mot, mais en tout cas de savoir communiquer vis-à-vis de la société en général. Nous avons une stratégie nationale de communication, et puis dans ce contexte-là, il faut ajouter aussi une certaine défiance au sein de la société en général aussi, vis-à-vis de la science, ou en tout cas de ce qu'on rapporte, de ce que la science aurait dit ou aurait trouvé. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on se retrouve aussi dans une logique où il faut parfois contrer un certain nombre de choses qui se disent ou qui se communiquent et qui, évidemment, ne sont pas forcément réelles ou en tout cas ne sont pas vérifiées. Donc les enjeux qu'on a identifiés par rapport à ce contexte, où nous avons donc une obligation, donc on y reviendra après sur l'organisation qui pourrait être retenue par la suite, c'est d'une part donc donner à voir et faire comprendre la démarche scientifique, afin de montrer que, c'est un propos fort, que la science n'est pas une croyance, et développer l'esprit critique vis-à-vis notamment des informations dont on voit qu'elles arrivent par différents canaux et qu'elles ne sont pas souvent, pas toujours en tout cas, vérifiées. Ensuite, deuxième enjeu, faire découvrir le métier de chercheur, parce que nous allons tous partir un jour à la retraite, donc il va falloir susciter des vocations et montrer aussi que c'est un métier qui est quand même assez important et déterminant pour la suite des opérations. Donc il faut attirer à terme de futurs étudiants aussi pour l'université cible et de nouveaux futurs chercheurs pour nos labos. Ensuite, troisième enjeu, transmettre nos résultats de recherche vers leurs utilisateurs potentiels. Donc il faut identifier, ce n'est pas seulement les entreprises avec qui nous avons des contrats ou l'État qui nous demande de faire des choses, en tenant compte du fait que ces utilisateurs potentiels ne lisent pas les publications que nous sommes censés produire et à partir desquelles nous sommes jugés. Voilà, donc on ne lise pas les revues scientifiques forcément. Et dernier enjeu, inclure les citoyens dans une démarche participative de recherche. C'est-à-dire à la fois, c'est dans les deux sens, dire ce qu'on est capable de faire, mais en même temps dire vous avez aussi la possibilité à un moment ou à un autre d'interagir avec la recherche. Voilà. Alors, question du départ, quelle est la société? De quoi se compose-t-elle? Donc on a trouvé, moi j'ai regroupé ça en 9 composantes, c'est déjà beaucoup. Donc je ne vais pas vous faire une énumération trop longue, mais l'idée c'est que la société pour nous, c'est aussi bien des acteurs économiques, entreprises de toutes sortes et de tout modèle. Ensuite, des établissements publics. Bon, on a vu que, par exemple, il y avait aussi dans nos publics potentiels tout ce qu'on appelle le monde médical aussi, y compris les universitaires, et puis d'autres instances publiques. Des organisations gouvernementales ou non gouvernementales à l'échelle française, européenne, voire internationale. Les idées ne doivent pas rester cantonnées à notre territoire. Et puis on est nous-mêmes dans un monde hyper connecté à l'échelle mondiale. Ce qu'on a appelé la société civile organisée, c'est-à-dire essentiellement des associations,
Enfin, pour nous, en tout cas, ça prend la figure de l'association, aussi bien des associations professionnelles, parce qu'on s'adresse souvent à des professionnels, et les associations elles-mêmes sont des relais d'informations que nous pourrions fournir à destination de leurs adhérents, mais il y a aussi des associations plus thématiques, on va dire, autour de l'environnement, autour des usagers des transports, par exemple, si on pense à ça. Voilà, et puis des think tanks, comme on dit, un certain nombre de lieux où on réfléchit, où on a besoin, nous aussi, de faire passer des idées, faire passer aussi des résultats. On a, dans une autre catégorie, les acteurs médias, qui sont aussi des relais, alors plus ou moins fidèles. C'est aussi le souci qu'on peut avoir, c'est que la parole que l'on donne à ces relais est parfois un peu déformée, ou compactée, ou caricaturée, tout ce qu'on voudra. Donc il faut savoir aussi faire passer, comme disent les politiques, des éléments de langage. J'ai vu d'ailleurs qu'ils répétaient souvent leurs phrases avant de les dire à la presse, et qu'ils les essayaient auprès d'un certain nombre de gens avant. C'est quand même un métier. Après, tout un ensemble composé d'étudiants, lycéens, collégiens. On a même parlé du stage de troisième, donc vous voyez qu'on a été quand même assez loin dans le détail du public concerné, alors pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a l'idée d'attirer des gens vers ce que nous faisons, mais aussi tout simplement parce que c'est la future société civile et que autant faire passer les bonnes idées le plus tôt possible, le plus en amont possible, pour qu'il y ait un regard critique par la suite sur ce qui pourrait arriver. Et puis après, le grand public. Alors le grand public, une fois qu'on a fait toutes ces strates, on peut dire c'est le reste. Mais dans ce grand public, il y a plusieurs catégories aussi, dont une qu'on pourrait appeler le public averti, c'est-à-dire des gens qui ont un intérêt pour un certain nombre de questions, notamment je pense autour de l'environnement, autour des transports, etc. On connaît quand même pas mal de gens intéressés. Alors ils peuvent se retrouver dans des milieux associatifs, mais parfois à titre individuel. Et là aussi, on peut faire une communication vis-à-vis de ces cibles-là. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit, voilà, on a plein de catégories auxquelles on s'adresse, on peut se dire, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut dire qu'il y a des objectifs un petit peu long terme, c'est-à-dire ceux qu'on pourrait considérer comme étant au sein de l'université cible, une fois qu'elle sera installée, au fil de son installation. Bon, il y a une mission ouverture à la société qui est quand même importante. Elle doit se matérialiser par l'organisation d'une structure pour inciter notamment et soutenir les chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants qui souhaiteraient participer à la communication scientifique. Donc il faut une structure, à un moment ou à un autre, pour soutenir, pour former éventuellement. C'est pas si facile. On a un modèle aujourd'hui qui se base sur des motivations individuelles. Il y a quelques personnes parmi nous qui sont très actives dans un certain nombre de cadres, donc vis-à-vis d'une partie des cibles dont on a parlé tout à l'heure, qui interviennent dans des journées, fêtes de la science, etc., bon, mais qui sont finalement des individus. Donc passer de ça à une démarche collective, c'est quelque chose qui est important, et veut dire aussi qu'il faut la susciter et l'encourager. On a émis l'idée, alors là c'était plus spécifique aux doctorants, mais ça se référait à une obligation qui est faite par la région PACA à ces doctorants spécifiquement de consacrer 10 heures par an à la communication scientifique et à la valorisation grand public des recherches. Ça pourrait être par exemple quelque chose qui pourrait être dans les obligations des doctorants soutenus par l'université cible. Bon, alors on nous a dit aussi qu'il faut donner l'exemple, il ne faut pas envoyer que les doctorants. Voilà, et puis on a besoin de former les chercheurs, enseignants-chercheurs et tous ceux qui interviendraient au dialogue sciences et société. C'est pas quelque chose de, je dirais, forcément qui arrive comme ça. On n'est pas tous capables d'aller s'exprimer dans des cercles. Ouais, je termine. Et une des questions qui s'est aussi posée, c'est et comment ça se valorise tout ça? Quelle est la reconnaissance que l'on peut attendre une fois qu'on s'est investi dans ces questions de communication, sensibilisation, vulgarisation, tout ce qu'on voudra. Alors, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs à sensibiliser. Alors, tout de suite, il y a deux acronymes qui ont fusé, Comeval, CMU. Parce que, évidemment, c'est les instances qui nous évaluent les uns les autres en disant, est-ce que dans les critères d'évaluation pour l'avancement, etc., la communication scientifique, grand public ou vis-à-vis de la société, ça rentre ou pas
Alors, apparemment, non, pour l'instant. Le CNU, je suis sûr que ça ne rentre pas. Mais à partir du moment où c'est une obligation maintenant légale pour les établissements et que ça l'est aussi pour les labos, puisqu'il y a des remontées de labos maintenant qu'on attend au titre des auto-évaluations HCERS, qui sont qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de la société. C'est un des items à renseigner. Donc, je pense que ça devrait ensuite s'aligner pour le suivi des carrières, mais en tout cas aussi au sein de l'établissement, comment ça sera reconnu et comment ça sera valorisé. Voilà, j'arrête là parce que les 10 minutes sont passées. On a discuté de plein d'autres choses, évidemment. Vous pouvez laisser une minute de questions. Merci. Vous avez une question à poser à M. Zambry sur cette restitution? Oui. La difficulté que... Attends, il a ce voix grave qui porte. La difficulté, quand tu dis effectivement il y a des gens qui le font très bien, la difficulté c'est de susciter des vocations, de faire en sorte que des collègues, et pas que les jeunes, je suis d'accord, se prennent un peu le bâton de pèlerin pour aller présenter leurs travaux, présenter la recherche, et là il y a un vrai travail à faire d'identification, de conviction, et après aussi de la formation. C'est pour ça qu'on disait qu'il fallait que ce soit quelque chose de plus collectif. En tout cas, et puis que voilà, bon, il y en a qui n'osent peut-être pas sauter le pas, et puis bon, il y en a aussi qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, mais comme on a dit qu'il y avait une certaine diversité de public, on n'est pas forcément obligé d'aller à la fête de la science. Il y a d'autres formes de valorisation. On n'a pas parlé des canaux, mais bon, ça peut être aussi des petits billets, ça peut être des interventions des congrès professionnels, ça peut être voilà, ou dans des congrès d'associations. Ok. Serge, une dernière question. Alors, dernière question rapide et réponse rapide. Est-ce que tu as mentionné, mais tu n'as pas parlé longuement de comment faire participer les citoyens à la science. Donc je pensais par exemple, on a parlé hier de l'application de l'UMR acoustique environnementale qui incite les citoyens à collecter des données. Donc il y a plein de manières de les faire participer. Oui, tout à fait. Concrètement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à faire, sur ce point de vue. Assez facile, dans le principe, après dans les modalités. Mais c'est vrai que maintenant, chacun est potentiellement collecteur de données. Juste pour signaler quand même qu'on a un expert international sur la question de la recherche participative, qui est Pierre-Benoît Joly, dans une UMR qui s'appelle le LICIS. Alors c'est un autre LICIS, pas celui de l'IFSTAR. Non, il y a mais il n'y a pas un LICIS un COSIS? Non? Oui. Il y a un labo. Non, c'est un autre. UMR, UP, Messier, INRA. Donc c'est un chercheur INRA qui est un expert international sur les questions de recherche participative. Et donc je pense qu'on pourrait vraiment imaginer des choses intéressantes sur ce point-là. Voilà. Il faut le faire venir dans une prochaine session. Bien. Vous me persuadez. Donc je propose qu'on clôture cette première présentation. Et donc c'est Philippe qui prend le flambeau, voilà, pour la deuxième présentation. Donc elle est à l'écran, il n'y a plus qu'à faire défiler. Merci. Toi Philippe, pour 9 minutes de présentation et 1 minute de questions. Là, je suis bien, là. Mais il faut quand même que je passe les... Bon, je vais me débrouiller. Tant pis, on fera comme on peut. Oui, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Je me répète à votre place. C'est un peu comme si vous allez au cinéma, puis vous regardez un film, et puis vous restez pour la séance d'après. Donc vous vous êtes fait spoiler très largement tout ce que je vais vous raconter. Tant pis pour vous. C'est comme ça. Donc parce que le thème de l'atelier était le même que celui qui vient de vous être présenté par Pierre. C'était pas les mêmes gens. Donc voilà, ça c'était notre... alors c'est pas forcément très visible, mais c'est notre groupe d'aujourd'hui. On était à moitié IFSTAR et à moitié UPEM et un peu ESIE aussi. Donc un groupe assez partagé, on a vraiment échangé. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc merci à tous les participants de l'atelier, vraiment c'était un bon moment. Et merci à Arnaud qui a, avec Céline, qui ont réalisé ce PowerPoint que je vais découvrir avec vous. Donc... alors, on a fait le boulot dans l'ordre qui était proposé par nos animateurs. Une première question dont les réponses sont là, donc c'est pas la peine de développer plus que ça, sur tout ce qui était la question des enjeux. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais peut-être pas tout revenir sur tout, mais bien entendu toutes les questions qui sont trait de la mission de nos établissements
en particulier l'obligation d'ouverture de nos données à la société. Donc on les a notés. Je ne sais pas si tu as parlé, Pierre, des termes d'image, l'image d'établissement, que cette ouverture de la recherche vers la société peut être un porteur d'image et un porteur de visibilité pour ce qui nous concernait. On a bien entendu noté toute la question de l'information, la diffusion du savoir, de l'éducation populaire, de ces histoires de citoyenneté éclairée, c'est-à-dire ces théories du complot qui fleurissent en ce moment un peu partout, toutes les fake news qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut, nous, apporter en tant qu'organisme de recherche ou établissement d'enseignement pour développer un petit peu l'esprit critique d'une population qui aujourd'hui, quand on regarde, on en reparlera un petit peu après, des publics, qui aujourd'hui, certains publics s'informent beaucoup sur des médias sur lesquels on n'est pas très présent. On pense à YouTube, on pense à des réseaux sociaux. Vous verrez qu'on a aussi noté ça, c'est-à-dire qu'être présent là où on n'est pas forcément attendu, ça peut être important pour contribuer à cet aspect d'éclairer nos concitoyens. La partie citoyen acteur, aussi bien acteur pour lui-même et pour la société que acteur pour nous. Donc les histoires, les aspects crowdsourcing, sciences coopératives, voilà. Ça c'est important. On l'a noté aussi comme un des enjeux sur lesquels il se présente à nous aujourd'hui. Quand on parle de l'UMR AE là, qui a sorti Noise Capture, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on fait appel aussi à nos concitoyens pour nous aider à développer notre recherche. Ça vous l'avez déjà vu, hein. Voilà. Ensuite, on a fait très rapidement, alors je vais passer aussi vite là-dessus parce que c'est un retour d'expérience en fait de ce qui existait déjà. On n'est pas tout nu. Enfin, voilà, on fait déjà beaucoup de choses en fait. Ça, c'est des choses qui ont été faites ou qui se font aujourd'hui dans nos établissements. Que ce soit, alors là, c'était aujourd'hui, donc c'était plutôt UPEM et IFTAR. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on intervient déjà. Les interventions dans les lycées, tous les aspects de médiation, on en fait quand même pas mal. Quand on parle on a fait des quiz vidéo, on a fait quelques serious games, donc il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on intervient et il faut qu'on arrive à garder ça aussi dans notre structure future. Voilà, donc vous aurez de toute façon, je pense, un aspect un peu plus, enfin le PowerPoint qui vous sera diffusé. Question d'après, à quel public on doit s'adresser ? Question pas facile parce qu'effectivement la question de la société, des sociétés, des différents enjeux, des différents publics est assez importante. Hein, à qui on doit parler, qu'est-ce qu'on doit dire à qui, voilà, comment on adapte notre message et à quel public. Alors quelques idées, alors je ne vais pas tout détailler non plus parce que vraiment ça n'a pas un intérêt fou, mais ces aspects de force, d'opportunité, de menace et de faiblesse, en général. Notre force, c'est quand même qu'on peut parler de beaucoup de choses. On traite énormément de disciplines, donc on peut s'adresser à beaucoup de gens. Et on peut s'adresser à beaucoup de gens sur différents niveaux. Donc ça, c'est plutôt une de nos grandes forces. Notre faiblesse, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de savoir décliner en fonction du public le message ? J'en suis pas complètement sûr. On a eu un exemple avant-hier sur le passage de la limitation de vitesse de 90 à 80 où l'intervention de notre représentant sur une radio publique bien connue n'a pas été très bien vécue par les auditeurs, c'est-à-dire qui ont eu cette sensation d'avoir un sachant qui venait leur expliquer des choses et qui les prenait un petit peu pour des gens pas trop capables de comprendre ce qu'il leur expliquait. C'est tout à fait indépendant, enfin, de manière tout à fait volontaire évidemment. Donc comment on adapte ce discours, ça, je pense que c'est aujourd'hui on a pensé collectivement, nous avons pensé collectivement que c'était peut-être une de nos faiblesses. Et puis on vit vraiment comme une vraie opportunité là de pouvoir aller au-delà du public acquis aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des publics acquis, des gens qui se déplacent, les gens qui vont à la fête de la science, les gens qui viennent dans nos séances de médiation, nos séances culturelles. Comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas forcément envie de venir s'intéresser à ce qu'on fait. Ça, c'est une opportunité et une menace en même temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à répondre à cette question. Après, sur les publics visés, très clairement, grand public, le monde professionnel. N'oublions pas le monde professionnel. On produit parfois des choses qui sont à destination du monde professionnel et on a parfois du mal à faire passer ces productions vers eux. Le monde des médias, donc les journalistes, comment est-ce qu'on communique avec eux, comment on les informe.
en amont? Est-ce qu'on attend que la crise arrive pour communiquer, ou est-ce qu'on communique en amont sur ce qu'on produit, sur les choses qui, chez nous, vont pouvoir avoir un impact sur la société? Bien entendu, les étudiants, que ce soit les nôtres ou que ce soit les futurs étudiants, comment on les attire vers la science. Alors, il y a certains morceaux de la science un peu inhumaines, où on a beaucoup de mal en ce moment à recruter des étudiants. La question des jeunes adultes et de ce que je vous disais tout à l'heure, les jeunes adultes, certains se laissent assez facilement embarquer dans des croyances qui nient un peu le fait scientifique. Donc comment revenir là-dessus, comment les aider à développer cet esprit critique? Évidemment les scolaires, intervention milieu scolaire, ça c'est des choses qu'on fait déjà, qu'il faut continuer à faire de plein de manières différentes. Alors les habitants du coin, on a de beaux exemples ici où il y a des interventions qui se font avec des quartiers difficiles de Bron, dans lesquels on va apporter des choses et avec lesquels on fait travailler vraiment des gens qui sont là et qui sont intéressés par ce qu'on fait. Les enseignants aussi, évidemment les associations, mais ça, Pierre en a parlé, et puis en interne à nous, alors nos personnels à la fois, comment est-ce qu'on sur les disciplines qui ne sont pas les leurs, comment est-ce qu'on les informe et comment est-ce qu'on les sensibilise, et puis aussi comment est-ce qu'on va les sensibiliser à aller porter cette image à l'extérieur. La question des supports, bon, voilà, des choses très classiques, qui sont plutôt les éléments institutionnels qu'on sait faire, des maquettes qu'on sait présenter dans des salons, organiser des séminaires, organiser des tables rondes, ça on fait déjà. On commence à produire de la vidéo, enfin, les deux établissements qui étaient représentés en tout cas produisent pas mal de vidéos qui peuvent être diffusées, qui peuvent être vues et qui peuvent avoir un intérêt sur ce côté d'ouverture à la société. Alors après, il y a des choses beaucoup plus modernes, enfin beaucoup plus tendances sur lesquelles on devrait aller, à notre sens. Vidéo des youtubeurs, c'est-à-dire pourquoi pas se faire, ça c'est un peu dans les propositions qu'on fera après, mais comment s'appuyer sur des gens qui ont une écoute forte auprès d'un jeune public. Donc les influenceurs, les trendmakers. Comment est-ce qu'il y a des blogs aujourd'hui de science qui proposent des choses sous une forme vraiment visible et recevable par un jeune public. Voilà. Réseaux sociaux, interviews et autres. Donc, il reste 2 transparents, désolé. On s'est posé la question de comment on pouvait développer ça en interne pour susciter chez nous, parce qu'on tourne souvent autour des mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui ont une appétence pour ça, pour faire de la médiation, pour aller dans les écoles, pour aller parler. Comment est-ce qu'on peut faire pour élargir ce cercle? Donc, quelques idées, constituer un réseau en interne, faire reconnaître ses travaux dans la carrière des gens, identifier les bons sujets, et puis former à cette nouvelle mission. Alors, dans le projet d'ICIT, il y a un centre de ressources, innovation, pédagogie, des choses comme ça, dans lequel il est prévu d'avoir un pôle au moins qui s'intéresse à ces aspects de médiation et d'ouverture vers la société. Donc voilà un endroit où on pourra certainement s'appuyer. Et je passe rapidement sur quelques propositions d'action phare. Donc là, alors on est vraiment dans le rêve, hein, on s'est un peu laissé aller. Donc la création du service d'aide à la médiation dont je viens de parler. Pourquoi pas lancer très vite des états généraux de la ville autour de ce qu'on est en train de construire là, faisant intervenir les gens de Champs-sur-Marne par exemple, hein, qui sont autour de nous là-bas à Marne-la-Vallée. Lancer des chaînes YouTube sur certaines questions de société. Bon, ça c'est plus une question, c'est comment on ferait pour s'organiser, pour vraiment aller dans cette question de démentir les idées reçues, les croyances fausses, les fake news. L'aspect Fab Lab, évidemment, comment on peut créer les Fab Labs, comment on peut ouvrir des lieux, aussi lieux de création peut-être chez nous, où nos agents, ou nos chercheurs, nos techniciens pourraient aller aider le public, des citoyens à faire des choses. Après, développer des jeux, des serious games, des jeux vidéo, des jeux de société, monter les hackathons. Et puis s'appuyer aussi sur des choses qui existent aujourd'hui, type Science Tips, donc qui est une start-up, je ne sais pas si vous êtes abonné, on peut s'abonner à Science Tips et toutes les semaines, on reçoit un mail avec une description d'un fait scientifique en quelques lignes, quelques photos, fait par un chercheur, relayé par un journaliste. Voilà. Donc c'est ce genre de choses, voilà, quelques propositions. Donc on vous fait voter sur ce qu'on va faire au plus vite. Voilà, merci. Merci Philippe, bravo. Donc il y a beaucoup de matériaux sur cet aspect d'ouverture de la recherche à la société.
Je prendrai juste une question s'il y en a une. Mais alors, très courte question et très rapide réponse de la part de Philippe. Hélène ? Je te donne le micro et Marc va répondre. Est-ce que dans toutes les propositions là, que vous avez faites, on ne retrouve pas un truc qui pourtant paraissait très pertinent, c'est les critères, comment on peut amener ça comme critères dans les laboratoires, des chercheurs, individuels pour les chercheurs, parce que là, pour l'instant, on met encore des obligations sur les laboratoires. Donc à l'HCERS, on va avoir un indicateur, on va devoir le remplir, et on ne nous donne aucun moyen pour inciter les gens à le faire. Alors est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait rajouter quand même cette notion de critères individuels qui permettrait d'inciter les gens à le faire et finalement nous permettrait, nous, de répondre à l'objectif global qu'on donne à l'Institut, qu'on demande à l'Institut. Je comprends ta question comme étant au niveau de l'individu, au niveau de la gestion des carrières des agents. Mais Oui. je crois qu'on a voulu le dire à un moment donné, mais on l'a peut-être mal dit. Je pense que vraiment c'est très important. Ce que tu dis la était base. tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que... Enfin, on doit mettre les gens dans la situation de pouvoir valoriser ce qu'ils vont faire dans ce cadre-là, dans leur carrière, dans la carrière dans leur labo aussi, dans l'évaluation de leur labo, des choses comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et ça demande des moyens, et ça demande sûrement des actions au-delà des moyens auprès des organismes de valorisation, le Comeval, des choses comme ça. Mais ça, je crois que Pierre l'avait dit aussi. Oui, mais je pense à vraiment le remettre en tête de liste, parce qu'on passe son temps à se demander pourquoi les gens ne sont pas motivés et on ne fait rien pour les faire. Peut-être. On a beaucoup d'exemples de gens qui ont une appétence pour ça, qui disent moi je ferais bien, mais honnêtement, entre les appels à projets, H2020, ANR et compagnie, j'ai pas le temps. Voilà. Si on leur dit bah si, mais ça va t'aider, ça peut marcher. Merci. Bien, merci. Donc à la demande du rapporteur ou de l'animateur de l'atelier organisation de la recherche, on va le reporter après la pause. Et donc je vais terminer cette première session par la restitution de l'atelier lien avec les partenaires locaux. Voilà. Donc on était un atelier assez représentatif, assez nombreux, 14 membres, suffisant pour pouvoir échanger et pouvoir faire des propositions. Alors un petit peu comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, on avait un atelier qui avait un fort tropisme IFSTAR malgré tout. Donc vous voyez, tous les IFSTAR, on était à 12 personnes. Et 2 personnes extérieures à l'IFSTAR, donc un EIVP et un essier, et 8 personnes de Bron, dont une personne de l'UDL, membre de l'UMR et la BMC, une personne de l'IFSTAR Nantes, et une personne sur les 3 personnes de l'IFSTAR Marne-la-Vallée, on avait une personne de Navier, donc UMR avec l'école des ponts. Donc on a quand même pu échanger, on a pas mal donné la parole aux extérieurs IFSTAR pour pas que le tropisme se transforme en j'écrase tout. Et dans les thèmes de réflexion que nous avons abordés, en fait, vous voyez, on a traité 5 thèmes. Essentiellement, on a bien entendu peut-être aussi parlé d'autres choses. On a commencé par dire c'est quoi les partenaires locaux. Alors vous voyez, on va dire 3 grandes catégories bien identifiées, qui sont les partenaires économiques, donc les entreprises, les fédérations d'entreprises, les partenaires académiques, donc les universités, les écoles, les organisations de recherche, le RST, de manière générale, on l'a mis dans les partenaires économiques, donc sans rentrer dans le détail, on va retrouver le CEREMA, l'INRIA, l'INRA, etc. Les partenaires institutionnels, donc collectivités locales, chambres de commerce, donc peut y avoir aussi dans les collectivités locales, régions, départements, Comcom, métropole, d'autres éventuellement plus petites, mais enfin on peut rester sur ces grands-là. Et puis une 4e catégorie un peu plus informelle dans laquelle on va trouver les pôles de compétitivité et clusters, les groupements d'intérêt scientifique, les agences régionales économiques, les SAT, les IRT, les ITE, les associations, les fondations éventuellement. Et donc tout ça ne nous empêchant pas de ne pas oublier l'État. Alors c'est pas un partenaire local, l'État, mais dans les partenaires locaux, il y a souvent des relations aussi avec l'État. On a par exemple les DREAL, qui sont des partenaires avec lesquels on travaille, les DDT,
Donc même s'ils sont rattachés à ce qu'on appelle globalement la sphère État, ils peuvent être aussi locaux. Et puis l'Europe, parfois, alors peut-être un peu moins avec évidemment des implantations locales, les agences nationales comme l'ADEME, l'ANR, etc. Donc vous voyez, les partenaires locaux, on a quand même une définition qui est très très vaste et qui est assez difficile à cerner si on n'y prend pas trop de temps. On a traité après 4 thématiques, une fois qu'on a recensé, 4 thématiques principales. Mais quelles sont les relations qu'on a avec eux? Quel mode de relation on veut mettre en place avec eux? Avec une information importante à avoir, c'est qu'aujourd'hui, les 6 structures qui vont fusionner donc, sont implantées dans leur bassin de vie et ont des relations avec les partenaires locaux. Et demain, dans le cadre de l'UCIBL, il va falloir changer d'échelle. Donc c'est un problème de faire évoluer ces modes de relation. Ensuite, la valorisation de l'UCIBL auprès d'eux. La communication avec eux, donc ce que j'ai appelé les partenaires, donc c'est l'ensemble des partenaires locaux. Comment on communique avec ces gens-là? Et puis, des points sensibles, des points d'attention par rapport à ces partenaires. Mais chaque partenaire peut avoir des points sensibles qu'il faut identifier et prendre en considération, bien entendu. Alors, quelques propositions d'action. En fait, on a réparti les propositions d'action en 2 grands paquets. Un premier paquet concernant la communication externe et un deuxième paquet concernant plutôt les problématiques d'organisation. Donc en communication externe, la première présentation, premièrement, il nous a paru important, alors c'est peut-être fait de manière locale, mais pas forcément de manière généralisée, informer les partenaires locaux de la démarche UCIBL le plus tôt possible, donc c'est pour ça qu'on a mis le mot immédiat pour cette diapo, avec une communication ciblée et différenciée en fonction des interlocuteurs. Donc par exemple, les grands acteurs régionaux et locaux, la région, les métropoles, vous savez, quand on parle de collectivités locales, il y a les problèmes de politique. Parfois, les sensibilités politiques ne sont pas les mêmes entre une région et une métropole. Donc on avait le IVP qui était dans notre groupe, donc évidemment entre la région Île-de-France et la mairie de Paris. Vous connaissez les sensibilités. Ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, entre le président, enfin le président Wauquiez et son parti et sa couleur politique et la métropole de Lyon, il y a aussi une différence de sensibilité politique. Même sur un territoire identifié, on peut avoir des sensibilités politiques qui peuvent poser problème, donc il faut les identifier. Et comment on fait pour expliquer aujourd'hui qu'on va dans une démarche où l'IFTAR localement, qui était connu comme étant une partie de l'IFTAR national, va rentrer dans une université, avec une université basée en grande partie en région parisienne, avec des écoles en région parisienne. Comment ils vont interpréter en fait cette réorganisation? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une crainte de leur côté que l'IFTAR disparaisse du champ régional et qu'on puisse avoir des problématiques par rapport à ça? Donc, les grands acteurs régionaux avec leur sensibilité politique, et puis évidemment les acteurs académiques. Donc là-dedans, on classe les IDEX 6 sites avec lesquels les sites sur lesquels sont implantés les futurs membres de l'UCIBL ont des relations avec les partenaires locaux. Et puis bien entendu aussi les acteurs économiques, puisqu'on a dans chaque région, dans chaque grande région, des relations, on l'a vu tout à l'heure, avec les différents acteurs économiques, tels que les fédérations régionales de recherche, les fédérations régionales d'entreprises, donc bâtiments, travaux publics, tout ce qu'on peut imaginer, et puis les chambres de commerce qui sont aujourd'hui au cœur des relations et des tissus de relations que nous avons en local. Donc cette information aujourd'hui, elle est faite par moment dans certains sites, mais pas forcément partout. Et compte tenu des sensibilités politiques, il est peut-être intéressant de dire, voilà, au niveau du COPIL de l'université cible, je ne sais pas si c'est COPIL ou CODIR pour l'UCIBL, c'est COPIL, voilà. On prend la décision de dire, on y va, on informe et on prend notre bâton de pèlerin de façon officielle. Deuxièmement, dans l'immédiat, il faut aussi rencontrer les partenaires académiques locaux et les rassurer sur le fait qu'on va essayer d'éviter les concurrences. Donc c'est un petit peu ce que je disais par rapport à
l'idée qui pourrait être perçue, par exemple, avec je prends l'image du fromage qu'il faut manger en région, eh bien, le fait que l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, par le biais de l'IFSTAR, arrive en région Auvergne-Rhône-Alpes et vienne répondre à des appels à projets locaux et prendre une partie de cette ressource financière qui pourrait être dévolue aujourd'hui aux partenaires et aux membres de l'IDEX. Donc, il faut bien expliquer que on ne sera pas dans une logique de concurrence, mais bien dans une logique de collaboration et de complémentarité, et que ça apportera à tout le monde, évidemment, un plus d'avoir un IFSTAR qui sera, donc en local, qui sera renforcé par ces nouveaux partenaires, Essier, évidemment, UPEM, enfin je ne les cite pas tous, NCG, NSAVT, etc. Voilà. Donc première proposition, première partie d'action. Deuxième proposition d'action, sur la communication, voilà, montrer aux partenaires institutionnels que la création de l'UCIBL est un atout pour leur positionnement national et international. Donc je pense par exemple aux institutionnels que sont les régions, les collectivités, etc. Eh bien le fait qu'on soit une université à caractère national sera peut-être un atout pour les mettre en valeur dans un contexte européen, par exemple en relation avec des régions allemandes, les Länder, ou par rapport à des métropoles comme Milan, Turin ou Madrid. Voilà. Rassurer les régions hors Île-de-France concernées sur l'intégration de l'IFSTAR au sein de l'UCIBL et compléter l'information de la région Île-de-France sur la création de l'UCIBL. Alors eux, ils sont évidemment bien plus concernés aujourd'hui puisqu'il y a l'ensemble des sièges sociaux, les sièges des 6 partenaires, des 6 membres de l'UCIBL sont en région Île-de-France, ce qui est complètement différent effectivement des régions de Nantes, de Lyon, de Marseille et de Lille. Donc voilà, compléter cette information sur les nouveaux statuts. Et pour terminer, donc des propositions d'action sur l'organisation, donc pour être plus efficient, pour chaque site, identifier des thématiques sur lesquelles on peut être leader par rapport aux thématiques portées par les académiques locaux, de manière à essayer d'éviter aussi les frictions, donc privilégier la complémentarité encore par rapport à la concurrence. Et à partir de là, donc les collaborations permettront d'élargir notre périmètre de moyens en compétences pour répondre à des appels d'offres ou des appels à projets sur lesquels on répondait aujourd'hui, peut-être avec difficulté, faute de moyens. Et puis identifier et favoriser les coopérations avec les partenaires locaux pour l'utilisation des grands équipements scientifiques. Donc on a cité par exemple les salles blanches de l'Essier, Seine City, Transpolis, puis on a quelques éléments, grands équipements de l'IFSTAR. Voilà. Et puis pour conclure, dernière diapo, pour être efficient, et des choses qui ont déjà été peut-être traitées ou en tout cas proposées dans d'autres ateliers, comme les ateliers communication ou liens entre les sites, constituer des réseaux de PME et de start-up locales au profit de chacun des sites de l'UCIBL et qu'on pourra après venir rechercher, bien entendu en lien avec les pôles et les clusters. En termes de communication, construire une offre UCIBL qui soit lisible et perceptible par les partenaires locaux. Très important aussi, mettre en place et afficher, quand on répondra à des AAP locaux, une tête de pont locale, un peu comme font les agences locales de grands groupes quand ils répondent à des appels d'offres. Eh bien, vous avez l'agence d'Eurovia qui répond à un appel d'offres à Lyon, c'est l'agence d'Eurovia qui répond, c'est pas le siège, et donc ils sont implantés localement. Donc là, au début, on privilégiera d'avoir une tête de pont locale pour répondre à ces appels d'offres, avec une tête de pont qui prendra le leadership administratif, mais aussi le leadership scientifique. Si on n'a pas de leadership scientifique en région, il vaudra mieux laisser tomber et pas, par exemple, on prend un exemple avec MAST, il n'y a pas d'implantation de MAST ici à Lyon, on ne va pas se mettre en leader scientifique sur un appel à projet en lien avec le génie civil, en disant voilà, on viendra apporter de la matière depuis Nantes et Paris. Et puis enfin, confier aux sites locaux de l'UCIBL la mission de regarder les AAP locaux pour les diffuser de manière ciblée au sein de l'UCIBL. C'est un peu l'idée de rabatteur. Voilà, partout dans tous les sites où l'UCIBL sera implanté, eh bien, on regarde ce qui se passe et puis on fait passer de manière ciblée toutes ces informations auprès de tous les membres pour pouvoir renforcer un petit peu la force de puissance de l'université cible par rapport à tous ces appels d'offres. Voilà pour la présentation et je vous remercie. Bien, alors on a planché sur l'organisation de la recherche et comme le métier de chercheur est un métier où on doit se faire plaisir, on a voulu rendre ça ludique, donc je vais vous faire une présentation qu'avec des dessins.
Voilà, c'est un défi, on va voir. Donc c'est un atelier qui est un fil rouge. Ça veut dire qu'il y aura 6 séminaires organisés sur ce thème-là. Le premier séminaire a été destiné à faire un état des lieux sur l'organisation de la recherche, le séminaire de Marne-la-Vallée, où il avait été identifié différents chantiers à aborder. Lors du séminaire, en fait, les conclusions étaient la constitution de 2 groupes de travail. Un groupe de travail connexion qui vise à identifier tous les chercheurs, leurs disciplines et les relations qu'ils ont déjà entre eux. Et puis un groupe de travail sur l'organisation. L'objet du séminaire d'aujourd'hui, de Bron, dans ce deuxième séminaire, c'était de discuter de l'organisation de la recherche. Donc on a cherché une attitude de chercheur à mesurer les avantages et les inconvénients des organisations des différents établissements. L'objectif du 3e séminaire qui se tiendra à l'UPEM, ce sera d'aller vers la structuration, donc de faire des scénarios à partir de ce qui existe. Le 4e séminaire de l'ENSAVT sera destiné à définir des priorités. Le 5e, à mettre en place des groupes de travail pour avancer sur ces chantiers-là. C'est à ce moment-là que le groupe de travail Connexion alimentera aussi les choses pour ce 5e séminaire. Et puis le 6e séminaire, on sera arrivé au bout de notre fil rouge, on aura une pelote qui sera constituée, et ensemble, on aura réussi à construire une organisation de la recherche et à conclure. Théoriquement. Donc ça, c'est le synopsis de ce qui est visé par l'atelier. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, ces 2 jours ? Donc une première séance où on a débattu sur l'interdisciplinarité. Donc on a discuté à bâton rompu, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un guignol et son bâton, sur qu'est-ce que c'était que l'interdisciplinarité. Certains disaient on n'en fait pas vraiment. On a été convaincus que c'est vraiment quelque chose qui existe et qui a une plus-value. Donc l'interdisciplinarité, c'est l'intégration vraiment de différentes disciplines. Il faut être perspicace, il faut coopérer, il faut s'approprier les disciplines des uns et des autres. Donc on est rentré dans le sujet de l'interdisciplinarité. Donc là, je vous ai mis une petite image. Aujourd'hui, on fait des maths, sortez vos pinceaux. Ça illustre bien ce qu'il y a à faire. Donc ensuite, on a abordé 4 chantiers pour discuter de cette mise en place de l'interdisciplinarité au sein de l'établissement. On a parlé d'éléments de méthode, on a parlé de gouvernance, de structuration de la recherche et de gestion des ressources humaines. Je vais les aborder successivement. Donc sur la méthode, on avait des dinosaures, des gens qui avaient une expérience, donc qui nous ont fait un retour d'expérience sur l'interdisciplinarité. Alors c'est des dinosaures qui ne sont pas bien vieux parce qu'on s'est fondé sur les départements de l'IFSAR qui existaient et puis certains pôles qui existaient dans les établissements. Sur ces retours d'expérience, il faudrait produire des petits guides de bonne pratique pour la favoriser. Au niveau de la gouvernance des établissements, on s'est dit que finalement l'interdisciplinarité, ça ne pouvait pas se décréter, donc il fallait le réfléchir. Donc comment faire une bonne gouvernance qui fasse la promotion de l'interdisciplinarité ? On s'est dit qu'il fallait préserver l'interdisciplinarité, elle vient souvent de la base en fait. C'est les chercheurs qui ont envie de travailler ensemble parce qu'ils ont une appétence à travailler ensemble ou parce qu'ils s'entendent bien. Et la direction peut juste faire de l'incitation, voilà. Donc si ça vient vraiment du haut et qu'on force des gens à travailler ensemble et qu'ils ne peuvent pas s'entendre, ça ne marche pas. Il faut que ça vienne de la base et que les gens s'entendent. On a quand même dit que ce qui pouvait se décréter, c'était qu'on pouvait susciter des recherches sur un problème interdisciplinaire qu'on avait identifié. Donc ça, c'est des pistes. On peut le faire. Ensuite, on a parlé de structuration de la recherche. Donc il y a 3 choses essentielles à faire cohabiter pour arriver à structurer la recherche. La vie du laboratoire, où on a nos chercheurs dans les laboratoires qui vont produire des connaissances nouvelles. Le mode projet, qui peut être transverse au laboratoire, qui va produire des concepts innovants qui vont nous permettre d'imaginer la ville idéale de demain. Et puis, ce qu'on a appelé des pôles ou des départements, des plus grosses structures, qui eux seraient en charge de l'animation. Donc de favoriser l'échange, la connaissance réciproque. Le partage des concepts, c'est quelque chose qui est venu souvent. C'est pour arriver à faire de la vraie interdisciplinarité, il faut comprendre les concepts et les théories des uns et des autres. Il faut faire de l'acculturation commune. Ensuite, on a parlé de gestion RH. Donc on s'est dit, est-ce que ça doit devenir un critère de recrutement pour nos jeunes chercheurs ? Est-ce qu'on va chercher le mouton à 5 pattes de ce chercheur qui est capable de faire, dès le début de carrière, de l'interdisciplinarité ? On s'est dit non, ce n'est pas forcément possible.
Cependant, il y a quand même le CNRS qui recrute des chercheurs interdisciplinaires, donc on s'est dit que ça vaudrait le coup de regarder le bilan du CNRS sur ce sujet-là, pour voir ce qu'ils en disent. Sinon, on s'est dit que ça pourrait être plutôt amené par un soutien par un chercheur senior, en fait. Donc après, on s'est interrogé sur qu'est-ce que c'est qu'un senior, est-ce que c'est après l'HDR, est-ce que c'est après 10 ans de carrière, donc voilà. Et ce senior pourrait faire de la recherche interdisciplinaire sur un temps partagé, un temps partiel. Aussi, la recherche interdisciplinaire, elle pourrait être favorisée par de la mobilité interne au futur établissement. Donc. Mais ça a soulevé beaucoup de questions, des questions sur la délégation, les vacations, les décharges, la mutualisation. On n'a pas pu toutes les aborder, mais il y a un gros chantier pour le RH dans le cadre de la création de l'université cible. On a vu aussi que le CNRS pouvait mettre à disposition certains chercheurs. Donc finalement, il y a peut-être une petite réflexion à avoir sur le modèle économique que ça pourrait avoir, ces mobilités. Sur la gestion RH, on a trouvé un point qui était essentiel et important. Je vous laisse réfléchir, qu'est-ce qui va sortir, pour que ça fonctionne. En fait, c'est de respecter au sein de l'établissement un équilibre disciplinaire. Alors, c'est pas de mettre des lapins, des poules, mais c'est plus de dire qu'il faut faire cohabiter les sciences pour l'ingénieur, les sciences humaines et sociales, et qu'elles soient représentées de la même façon, aussi bien au niveau des ITA que des personnes chargées de recherche. Donc il y a un équilibre à maintenir. Et puis il y a aussi un ressourcement disciplinaire à opérer quand il y a des chercheurs qui sont isolés dans des laboratoires où le ressourcement disciplinaire n'est pas forcément possible, mais il faut trouver les moyens de leur offrir. Les séances 2 et 3 des ateliers ont porté sur la stratégie scientifique, donc quelles actions on avait à mettre en œuvre, donc quelles petites graines il fallait planter pour qu'on ait une recherche bien organisée. Donc là, on est parti sur 6 chantiers, donc j'espère que j'aurai le temps de vous les balayer tous. Ouais. Donc le retour d'expérience en premier, donc on s'est dit, certains départements et pôles qui faisaient déjà de l'interdisciplinarité organisent des séminaires internes, donc c'est des moments d'échange, de partage de connaissances, de partage de concepts. Ils organisent aussi des réunions thématiques, et ce qui était important pour le succès de ces réunions, c'est de se dire qu'il faut produire des notes de positionnement qui soient coécrites par les chercheurs impliqués. On s'est même posé la question de se dire ces notes, elles pourraient être publiées. Voilà. Monter aussi des projets transversaux. Comment persuader les chercheurs de l'établissement de faire de l'interdisciplinarité? Donc c'est en lançant des appels à projets interdisciplinaires, soit des outils structurants, comme ce qui a été fait dans le cadre de l'ICIT, avec les projets tremplins et les projets impulsion, soit avec des outils incitatifs. Et au sein des établissements, on a vu qu'on avait chacun des outils incitatifs, donc pour plus inciter les gens à mettre le pied à l'étrier. Donc que des outils qui sont moins bien dotés financièrement, mais où on laisse du temps et l'acculturation commune peut opérer. Ce qui était important pour persuader, c'est qu'on sache communiquer autour de ces sujets interdisciplinaires, qu'on sache les mettre en visibilité. Et le petit bémol qu'il y a à faire de l'interdisciplinarité et de l'animation scientifique transversale comme ça, c'est que c'est un petit peu chronophage et qu'il faudra faire attention à maintenir certains équilibres. On a parlé aussi de l'expertise collective qui pouvait contribuer à favoriser l'interdisciplinarité, puisqu'on va regarder une même question avec plusieurs disciplines qui concourent. Ce qu'on a dit, c'est que c'était important et qu'il y a des méthodes qui existent pour favoriser l'expertise collective. À l'IFSA, on avait un passif sur l'expertise collective autour du téléphone au volant qui a été accompagné par l'INSERM qui a développé une méthodologie sur l'expertise collective, par exemple. On s'est dit aussi que les plateformes d'outils qui existaient dans les établissements permettaient de susciter des échanges interdisciplinaires. Donc il s'agira dans un premier temps de les référencer, de les lister. On a vu qu'il y avait des salles blanches, des plateformes expérimentales, des simulateurs, des bases de données, et qu'il y a beaucoup de partage à avoir autour de ces plateformes. Ces plateformes, en plus, elles évoluent. Il ne faut pas qu'elles vieillissent. Donc du coup, pour les maintenir, il y a souvent de l'échange qui se passe. Il y a aussi des plateformes qui se créent. Hier, on a parlé de la plateforme de Transpolis. C'est une création. Et la création d'une telle plateforme, ça suscite des échanges interdisciplinaires en amont. Donc, on a vu que ces plateformes pouvaient permettre de faire émerger des questions concrètes. C'était des éléments qui provoquaient l'interdisciplinarité. Ensuite, le quatrième élément, c'était la veille sociétale.
Donc comment est-ce qu'on fait la veille? On regarde un petit peu le monde, on imagine notre ville idéale. Donc ça nous permet de lister des thématiques innovantes sur lesquelles il faudrait susciter de l'interdisciplinarité. Et à la fin, on s'est dit que de temps en temps aussi, on cherche à identifier des recherches de niche qui nous marquent un petit peu, qui marquent nos différences. Donc on a discuté de la difficulté autour de ces recherches de niche et d'interdisciplinarité avec un exemple autour de comment les gens des SHS pouvaient travailler avec les gens des SPI autour des batteries, par exemple. C'était pas si évident que ça, puis ils se sont aperçus qu'en abordant la question de l'usage de la batterie, on avait un défi à relever, donc des défis recherche. Donc il faut un petit peu creuser pour voir apparaître les thématiques. Oui, donc ça, c'était... Ouais. En matière de formation, on a dit qu'il fallait doter les étudiants d'outils performants pour devenir les artisans de la ville de demain. Voilà. En matière de gouvernance, ce serait un somptueux travail d'équilibriste pour les porteurs un petit peu du futur établissement, pour promouvoir cette interdisciplinarité et quand même défendre aussi le fond disciplinaire fort. Les chercheurs avaient besoin d'avoir toujours les deux pieds bien sur terre et de stabilité, et que du coup l'équipe de direction devait un petit peu observer l'établissement dans un premier temps, donc lister les chercheurs, les disciplines, tracer les relations, c'est l'objet du GT Connexion, identifier les méso-sujets, les macro-sujets, imaginer des pôles, identifier les manques, et puis faire un peu de cuisine, parce qu'on va tout ça, on a plein d'objets qui vont apparaître, il faut alimenter un petit peu, il faut mettre du feu sur la casserole pour que ça mitonne, et puis il faut faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'une centrale nucléaire pour faire bouillir la casserole. Donc, comme ça, on aurait toutes les cartes en main pour avoir des outils incitatifs qui fonctionnent. Et en conclusion, du coup, on a mis nos cerveaux tous en somme, ça a bien baigné pendant les 2 jours, et on s'est dit qu'une bonne conclusion, c'était de mettre la structuration de l'établissement au service de l'interdisciplinarité, qu'il fallait aider et qu'il fallait de l'humain pour cela. Merci. Bravo. Je crois qu'on peut remercier Catherine, c'est exceptionnel de faire ça entre midi et 2. Bravo, c'est super. Et en tout cas, ça valait le coup d'attendre. Hein. On t'a déplacé dans la 2e session, ça valait le coup d'attendre. Bon, compte tenu qu'on n'est pas trop en avance, je propose qu'on pose pas de questions, mais le matériau est très riche et on vous le distribuera, bien entendu. Je passe la main tout de suite à Mohamed Geroud, donc pour l'atelier marché. Merci. Ah oui, c'est un duo, hein, pardon, donc je vous laisse vous c'est présenter. un duo. C'est difficile de passer derrière Catherine parce qu'on n'a pas fait de dessin. Voilà. Ah. C'est bon. Ah. Donc. Bonjour, Mohamed Geroud, responsable achat-marché d'Ifstar. Donc notre atelier porte sur les marchés publics. J'ai eu l'honneur de co-animer avec Xavier Gillet, responsable marché de l'UPEM. Et avant de commencer, je tiens à remercier les participants pour leur contribution et pour la qualité d'échange. Je dois dire que notre atelier n'a pas drainé beaucoup de monde, mais c'est normal. Tout ce qui touche à la réglementation, généralement, c'est considéré comme une contrainte. Donc, on n'est pas très très nombreux. Et pourtant, le budget alloué au marché et plus généralement à la commande publique est très important par nos établissements respectifs. Vous savez tous que nous traversons une période très difficile d'un point de vue budgétaire. Et donc cette discipline est, pour nous, mais j'espère pour vous aussi, très importante. L'objectif qui nous est, notre mission et l'objectif qui nous est assigné, c'est de plus en plus d'acheter mieux à moindre coût. C'est très difficile, mais c'est notre mission. Tout au long de notre atelier, on a essayé de parler de la manière dont on s'organise, comment on s'organise pour acheter, qu'est-ce qu'on achète, comment on l'achète. Et puis, dans un deuxième temps, c'est quelles sont les perspectives, quelles sont nos stratégies d'achat, comment on doit travailler ensemble pour pouvoir, dans le futur, mutualiser et
afin de générer des économies d'échelle. Donc je laisse Xavier pour présenter donc, la présentation des ateliers. Donc merci Morand, et à mon tour, donc, je remercie l'ensemble des participants et de l'accueil exceptionnel de l'IFTAR. Donc dans cette présentation un peu aride, en comparaison de celle qui vient de vous être présentée, donc on s'est donc axé, comme le disait Morand, sur donc l'aspect dans un premier temps organisationnel, puisque en ce qui concerne les fonctions support, l'organisation revêt une importance quand même toute particulière. Donc, ce que l'on a constaté dans nos échanges, donc, c'est que pour l'IFTAR, donc la fonction achat et les marchés sont intégrés au sein du même service, alors que pour l'UPEM, donc le service marché et le service achat sont deux entités distinctes qui sont néanmoins regroupées au sein d'une même direction. Pour l'Évier, donc, qui était également participant, il y a une particularité, c'est que effectivement c'est un établissement consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, et donc pour lequel la fonction achat-marché est exercée pour l'essentiel, même si les besoins sont effectués au niveau de la structure et donc de l'école. Pour l'essentiel, la fonction et les passations des marchés sont exercées au niveau donc de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc ensuite, au-delà de ses propres modalités, on a regardé un peu comment était le positionnement un peu au sein des organigrammes de nos services. Et donc pour l'IFTAR, donc le service achat-marché est sous l'autorité hiérarchique du secrétariat général. Pour l'UPEM, donc comme je l'évoquais, nous sommes intégrés donc à la direction des affaires financières et de l'achat public. Et donc encore une fois, pour l'Évier, donc ces structures dépendent des services de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors au-delà donc de ces aspects organisationnels, il y a un élément quand même qui est commun et qui nous rassemble tous, c'est que nous sommes soumis à la même sacro-sainte réglementation des marchés publics que vous adorez tous dans le cadre de vos achats. Donc nous sommes tous soumis donc aux mêmes dispositions, hein, à la même ordonnance marché public, au même décret donc de 2016. Par contre, effectivement, nous sommes aussi quelque part le produit d'une histoire et d'une géographie. Et donc, du coup, les déclinaisons et les façons d'appliquer cette réglementation diffèrent quelque peu. Et effectivement, par exemple, l'IFTAR dans sa structuration en pôles qui sont géographiquement relativement éloignés les uns des autres. C'est vrai que à l'université, donc on a également effectivement des sites distants, mais il y a l'ampleur des distances et je sais pas, une cinquantaine de kilomètres peut-être, alors que chez vous ça représente peut-être plutôt un petit millier de kilomètres entre les sites de Lille et ceux de Marseille ou de Salon. Et donc cette structuration géographique a conduit aussi dans l'organisation achat-marché à avoir donc des référents par site, même s'ils sont reliés au service achat-marché de Bron, et avec une computation des seuils dans notre jargon marché public qui parfois peut être effectuée au niveau des sites et non pas au niveau de la direction générale de l'IFTAR, ce en quoi nous différons dans notre organisation. Et encore une fois, l'Évier a sa particularité spécifique de ce site unique et puis de leur attachement au service de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc par contre, effectivement, au fur et à mesure de notre discussion, on s'est rendu compte également qu'on avait une typologie d'achat qui était a priori identique, néanmoins avec quelques éléments de prépondérance. Donc c'est vrai qu'à l'IFTAR et à l'Évier, il y a une part qui est importante des achats scientifiques. Il y a des laboratoires qui nécessitent des infrastructures particulières, des grands équipements qui sont importants. Alors que effectivement à l'université, qui est un établissement qui reçoit du public, nous on a une dimension patrimoniale qui est importante, avec un bâtiment, des bâtiments, un stock de bâtiments, on a 100 000 m² à peu près à maintenir, et puis beaucoup de nos laboratoires ont une composante en sciences humaines et ne nécessitent pas, même s'il y a quelques exceptions, des équipements extrêmement particuliers, et donc les besoins de ces laboratoires peuvent être en général aisément couverts par des ordinateurs, du papier, des crayons, et donc on n'a pas cette prépondérance que peut avoir les achats scientifiques pour l'IFTAR, voire même pour l'Évier. Alors également, Morand l'évoquait, il y a quand même un mouvement qui est irrépressible, on va dire, de mutualisation des achats,
et de recourir à des structures extérieures plus vastes qui vont nous créer, passer des grands accords cadres nationaux auxquels on va tous recourir. Effectivement, tant l'IFSTAR que l'UPEM ont recours aux mêmes dispositions. Hein. Donc la direction des achats de l'État, donc est une structure qui émane de Bercy, et donc qui a aussi une compétence sur les opérateurs de l'État et donc les établissements publics que nous sommes. Donc on fait appel donc au marché passé par la direction des achats de l'État. Donc on fait appel au marché passé éventuellement par la MUD, notamment en ce qui nous concerne donc le marché des titres de transport et les développements des placements professionnels, qui lui aussi est un marché extrêmement populaire, notamment auprès de la population scientifique. Et donc l'idée après avoir fait tous ces constats, c'est que on a quand même beaucoup de points de convergence qui vont nous permettre d'avancer vers une coopération a priori renforcée dans le cadre de la création de l'université cible, et que on va pouvoir dans un premier temps identifier les segments d'achat qui pourront être mutuellement profitables à tous les établissements pour, par exemple, exercer des économies d'échelle, tout en naturellement maintenant la spécificité de nos établissements et notamment les caractères géographiques qui ont été évoqués dans les partenariats locaux tout à l'heure. Et donc l'idée aussi c'est effectivement d'amorcer peut-être des rencontres un peu plus régulières, et puis après de regarder un petit peu plus près éventuellement des calendriers, des éléments de convergence qui nous permettront de coopérer davantage dans le cadre de cette fascinante perspective qu'est la fusion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation, mais c'est bien d'avoir une conclusion comme ça qui est plutôt positive en disant voilà, on va trouver quand même des secteurs communs qui permettront d'avoir des économies d'échelle et donc quelque part aussi gagner peut-être 3, 4, 5% sur les achats. C'est compte tenu des sommes qui sont engagées, c'est certainement très important et ça fera des sommes assez significatives. Merci. Est-ce qu'il y a une question pour les responsables marché? Non, pas de question. Vous avez été très clair. Merci à tous les deux. Donc la présentation suivante, c'est la présentation sur la visibilité. Voilà, c'est ça. Donc tu le retrouves. Un peu trop. J'arrive pas à dézoomer. Bon, alors on va recommencer. Ah non, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Voilà. Voilà. Voilà, je vais donc commencer. J'espère qu'au fond, vous voyez. Bonjour, donc je suis Christine Stotzenbach, je dirige la bibliothèque universitaire de l'UPEM et donc je vous rapporte l'essentiel de nos cogitations au cours de cet atelier, publication et visibilité internationale. Donc c'était le deuxième sur le sujet, il y a eu un premier atelier à Villeneuve-d'Ascq. Alors étaient représentés 3 établissements, l'ESIE, l'IFSTAR et l'UPEM. Et donc je ne présenterai qu'une seule vue, qui est une vue synthétique. Donc je remercie au passage Virginie Etienne pour la formalisation. Donc elle se lit en fait en partant du haut vers la droite et dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on commence par socle et on finit par attractivité. Donc je vais tâcher de vous dire l'essentiel de nos réflexions d'aujourd'hui. Nous considérons, alors il y a consensus des membres de l'atelier là sur tout ce que je vais vous dire. Donc nous considérons que le socle pour publication et visibilité internationale, c'est bien entendu les articles de rang A. Une fois qu'on a dit ça, puisqu'effectivement c'est essentiel pour la visibilité du futur établissement, on a travailler aussi sur le fait que l'article de rang A n'est pas tout et qu'il faudrait prendre en compte, enfin qu'il serait bien de prendre en compte tout ce qui est la littérature grise, donc les rapports, etc., ce qui paraît dans des revues professionnelles.
Et puis les conférences internationales auxquelles participent les chercheurs et qui peuvent donner lieu à des productions ou à des résumés. Par rapport à ces publications, donc différents types de publications, la future université devra d'une manière ou d'une autre mettre en place une politique de soutien à la production scientifique. Et nous l'avons décliné sur 3 sujets. Donc, les conditions de la politique de soutien, il serait bien de définir une politique d'open access pour cette université, de prévoir un dépôt qu'on a dit, ça c'est notre avis, hein, donc après, alors j'essaye de trouver la souris pour... Ok, merci. Est-ce qu'on ne voit pas ce qui est à l'extrême droite? Donc le dépôt systématique, et on est allé un petit peu plus loin pour favoriser un dépôt systématique qui a des prérequis, qui est évidemment la signature de l'UCIBL. Donc on espère tous que la signature ne se fera pas sur 4 lignes. Et puis la mise en place d'un identifiant auteur qui permet de retrouver plus facilement les chercheurs que leur affiliation, à vrai dire. Enfin, les deux sont complémentaires parce qu'il y a la visibilité nécessaire par l'affiliation, mais aussi la recherche par l'identifiant auteur. Ensuite, on a considéré qu'il y avait de la pédagogie à faire. Alors prenez-le au sens très large, c'est-à-dire qu'on y voit en fait un soutien individuel à apporter aux chercheurs et aux doctorants sur les sujets juste au-dessus, hein, open access, etc., dépôt. Donc pour ça, il serait nécessaire, elles existent déjà hein, dans un certain nombre d'établissements. Donc à l'IFSTAR, ce sont les commissions des structures de recherche, si je ne me trompe pas. Et l'UPEM, ce sont les réunions des directeurs de laboratoire. Donc il existe déjà des lieux d'échange et des lieux d'information qu'on a considérés comme des structures d'appui. Et puis comme 3e élément dans politique de soutien à la production scientifique, il y a le rôle de la documentation dans l'aspect fort, information scientifique et technique. Voilà, alors une fois qu'on a ces trois éléments posés, cela permet en fait de faire de l'appui aux politiques publiques qui, les deux s'alimentent, hein, qui produirait la reconnaissance de l'UCIBL comme l'acteur national d'aide à la décision sur un certain nombre de thématiques, et notamment, bien sûr, la ville. Alors, dans le sujet qu'on abordait, qu'on a trouvé important aussi à sortir, il y a ce qu'on a appelé la formalisation des relations internationales. Alors, on est parti d'un constat, c'est que les chercheurs ont des stratégies individuelles en matière de participation à des colloques internationaux ou à être invités dans certaines universités à l'étranger, qui sont en lien plus ou moins fort ou plus ou moins lâche avec la politique du laboratoire et la politique de l'établissement. Donc il nous a paru important de voir dans la future université comment on capitalise sur l'investissement qui a mené à la publication. Alors ensuite, tout ce qui se trouve sur la gauche, on a rêvé aussi, puisqu'on pense que dans la nouvelle université, il faudrait qu'il y ait des chercheurs qui reçoivent des distinctions et des honneurs, donc par exemple, je sais pas, médaille Fields et pourquoi pas prix Nobel. Voilà, et que tout ça se fait avec un certain nombre d'aides, donc aider à atteindre le niveau d'excellence, aider à la diffusion de la production des chercheurs, et également constituer au niveau de l'université, alors on a mis catalogue entre guillemets, c'est-à-dire une liste d'experts reconnus dans le monde sur telle ou telle thématique. Alors on a abordé également donc la question de la valorisation qui peut se faire par de nombreux biais, bien il y en était question précédemment, donc notamment la communication, les réseaux d'anciens, les alumni, toute la question de la médiation scientifique qui a été évoquée précédemment. Également les archives ouvertes pour la valorisation, puisque l'accès est direct aux éléments aux articles.
Et tout ça, en fait, fait qu'on arrive à trouver l'attractivité de la future université et que, bien sûr, derrière, il y a l'enjeu des classements internationaux, au classement de Leiden, au classement de Shanghai, mais pour une partie thématique, pas pour l'ensemble, et que ce sont des objectifs qui doivent être visés par la nouvelle université. Voilà, donc j'ai terminé. Je ne sais pas si vous pouvez poser des questions. Je voulais juste vous dire qu'il y aura un 3e atelier, publication et visibilité internationale, au séminaire qui aura lieu à l'EIVP le 27 et le 28 février. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, voilà, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup, très clair. Alors, une diapo, c'est parfait, parce que ça évite de rechercher combien il y en a qui viennent après, et pour le timing, c'est parfait. Oui, merci. Donc, on peut prendre une question. Restez 2 secondes, peut-être, s'il y a une question. Oui, alors, il y a une question. Ah non, un complément. Oui, j'étais dans le groupe aussi, et par rapport à la politique de soutien à la production scientifique, en fait, et notamment à la signature des publications, il est apparu quelque chose, c'est que les publications, en fait, la signature des publications, c'est pas seulement, bien sûr, l'université, mais c'est aussi, enfin, les différentes instances, mais c'est aussi au niveau individuel. Et au niveau individuel, trop souvent, parmi les auteurs, tous ceux qui ont participé au projet ou aux expérimentations ne sont pas forcément cités. Et donc de réfléchir en fait à une nouvelle manière de signer les publications et autres productions scientifiques, qui pourrait intégrer, comme au cinéma, dans les jeux vidéo ou dans les logiciels informatiques, en fait, différentes catégories pour pouvoir citer tous les gens qui ont participé. Ok, merci, c'est une bonne proposition, effectivement. Donc on arrive à la dernière restitution, qui est la restitution sur les VEP, les VAP, les VAE. Quel dispositif, quel contrôle? Je vais vous la mettre. Alors, nous étions également un tout petit groupe. Le micro. Oui, voilà, c'est bon, là on m'entend? Ok. On était également un tout petit groupe, donc nous étions 5 personnes, 3 de l'UPEM et 2 de l'IFSTAR. Contrairement aux collègues des marchés publics, c'est pas parce que c'est un sujet austère, parce que c'est un sujet passionnant. C'est plutôt parce que ce sont des dispositifs qui sont mal connus du public et des entreprises. Et du coup, dans le cadre de cette restitution, on a choisi de vous les présenter et puis éventuellement de vous donner envie pour la suite. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est que la validation des acquis. Donc, c'est reconnaître le monde du travail comme un lieu de savoir, c'est légitimer son expérience par une reconnaissance universitaire et, pourquoi pas, aboutir à la délivrance d'une certification. Il en existe différents types et il y a eu une évolution au niveau de la réglementation. On a démarré en 85 par la VAP, donc ça permettait au départ à un candidat d'accéder à une formation sans avoir le niveau de diplôme requis. Ça, c'était la toute première mouture. Ensuite, il y a eu une deuxième loi qui est sortie et qui permettait cette fois-ci à un candidat d'assister à une formation en étant dispensé de suivre certains modules. Il faut savoir que tous les diplômes des universités, donc qui sont inscrits au RNCP, sont ouverts de droit à la VAP et à la VAE. Dernière évolution, la loi de 2002 qui a ouvert cette fois-ci la VAE, donc la possibilité cette fois-ci d'obtenir un diplôme universitaire en totalité ou en partie, sans suivre la formation, en faisant valoir donc son expérience professionnelle ou même personnelle. La VAE, c'est un droit pour les individus et c'est une obligation pour nous en tant qu'organisme de formation. La VAE, donc ils ont la réglementation change, évolue encore. Il y a un décret qui est sorti encore en juillet 2017 et la tendance est à l'ouvrir de plus en plus et à la rendre de plus en plus accessible au public.
Donc il y a un congé, par exemple, qui a été instauré. Donc c'est un congé de 24 heures qui permet aux salariés de s'absenter de leur entreprise pour préparer leur VAE. C'est toutes les certifications qui sont concernées, à l'exception, comme vous vous en doutez, de certains domaines, notamment dans la santé, la défense et la sécurité. Oui, médecin en VAE, c'est un petit peu compliqué. Quels sont les enjeux de la VAE ? Pour le candidat, il y a bien entendu une valorisation et une reconnaissance sociale, une satisfaction personnelle, mais également des opportunités pour évoluer dans sa carrière au sein de son entreprise. Pour l'employeur, il y a aussi un enjeu important, c'est l'entreprise qui est reconnue comme produisant de la compétence et qui peut le faire valoir en incitant ses salariés à s'inscrire dans cette démarche. Et pour eux, c'est un investissement pas très important puisque c'est une absence très très courte si on compare à la possibilité de partir en formation continue pour préparer un master. Là, ils s'absentent que 24 heures. Pour l'université, c'est aussi un terrain d'observation des métiers dans l'entreprise. Ça permet de faire évoluer nos formations et ça nous permet aussi de capter un autre public différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir. Les conditions requises pour suivre une VAE, donc elles tendent aussi à se raccourcir puisqu'il fallait, il y a encore pas très longtemps, 3 ans d'expérience pour pouvoir se présenter en VAE. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'1 an, en continu ou non, et il faut que cette expérience soit vraiment en lien avec le diplôme. Il y a quand même une limitation, donc vous allez voir, cette limitation, elle est quand même pas énorme, donc c'est une seule demande pour un même diplôme par an, et jusqu'à 3 demandes pour des diplômes différents. Donc vous voyez que c'est quand même très très ouvert. On n'a pas de moyens de contrôle là-dessus, donc les candidats doivent juste s'engager sur l'honneur à respecter cette obligation. Donc la VAE, ça consiste à préparer un dossier, donc une sorte de mémoire où on expose en fait son expérience professionnelle en lien avec le diplôme, et ensuite on vient défendre son mémoire devant un jury. La décision du jury est souveraine, elle est sans appel et elle peut aboutir soit à une validation totale, donc on remet un diplôme qui est absolument identique à ceux que l'on remet en formation initiale, ou à une validation partielle, donc on atteste que le candidat a une partie du diplôme et on fait des préconisations sur une poursuite en formation continue pour obtenir la totalité. Et il peut aussi y avoir une validation nulle. À l'UPEM, on pratique aussi la VAE collective. C'est pas très courant, il n'y a pas beaucoup d'universités qui le font. C'est assez intéressant. On va essayer de plus en plus de développer la VAE collective. Donc c'est un partenariat avec une entreprise pour plusieurs de ses salariés sur un diplôme donné. L'entreprise peut, dès le départ, anticiper un besoin de formation continue parce qu'elle suppose que dans son entreprise, l'ensemble des compétences requises pour obtenir le diplôme n'est pas traité dans le métier de ses salariés. Et du coup, ils peuvent faire une partie du diplôme en VAE, l'autre partie en formation continue. On a essayé de faire un petit schéma pour vous présenter le fonctionnement de la VAE à l'UPEM. Toutes les universités ne fonctionnent pas de la même façon. C'est un dispositif qui est très très long, qui nécessite un engagement fort des personnes qui sont des salariés, donc qui font ça sur leur temps personnel, en plus de leurs autres contraintes. Donc c'est assez lourd. Ils ont dans un premier temps donc, une inscription à faire, où ils renseignent des informations sur leur carrière, leur CV, donc des éléments très administratifs, et on opère ce qu'on appelle la recevabilité administrative, donc on vérifie que le candidat remplit bien les conditions.
Ensuite, lorsqu'ils déposent leur dossier de recevabilité, on vérifie également la recevabilité pédagogique. Donc ça se fait au niveau des enseignants. Donc ils vérifient que l'expérience présentée par le candidat correspond bien au diplôme. Une fois que l'avis est remis, il peut être soit défavorable. Dans ce cas-là, on lui propose une réorientation, donc peut-être de viser un autre diplôme qui correspond mieux à son expérience. Il peut suivre ou non cet avis. Il peut décider quand même de s'engager en VAE, puisqu'on a dit que c'était un droit, même avec un avis défavorable. S'il a un avis favorable, donc on met en place, il doit préparer son dossier de VAE, donc son mémoire. Pour cela, nous proposons à l'UPEM un atelier collectif qui accompagne le candidat sur la méthodologie du mémoire, et on organise aussi un accompagnement collectif pour le préparer à l'oral. Et il est en parallèle accompagné par un enseignant sur le fond, en fait. Une fois qu'il remet son mémoire, il se présente devant le jury et, comme je vous l'ai dit, validation totale, partielle ou nulle. Donc on fait une prescription et à la fin, on délivre le diplôme s'il y a réussite. La VAE, ça a un coût, donc voilà. La partie recevabilité, accompagnement, passage devant le jury, à l'UPEM, ça coûte 2 800 €. Et ils doivent également s'acquitter des droits d'inscription, donc qui sont les droits nationaux et standards. C'est un dispositif qui est assez bien financé. Il y a des financements régions, entreprises. En général, on arrive assez bien à le faire, mais les démarches de financement sont assez longues et ça rallonge encore le temps pour préparer une VAE. On a discuté un peu au sein du groupe des freins au développement de la VAE. Le premier des freins, c'est que c'est un dispositif qui n'est pas très connu. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi vous le présenter. On a des difficultés à réduire les délais entre la contractualisation, la recherche de financement, l'écriture du mémoire et l'organisation du jury. On a aussi des difficultés pour constituer le jury, parce que c'est très réglementé. Il faut des professionnels et des enseignants, il faut la parité, il y a plein de critères qui font que ce n'est pas toujours évident. On a également des difficultés à professionnaliser les jurys, à leur expliquer ce que c'est la VAE. Un oral de VAE, ce n'est pas un oral de master, c'est différent. On ne recherche pas les mêmes choses. Et dernière des difficultés, il y a souvent de l'abandon. On a des candidats qui ne vont pas au bout. Au niveau national, il y a un candidat sur 2 qui abandonne. À l'UPEM, on a très peu d'abandon parce qu'on a fait un gros travail dessus ces dernières années et on suit les candidats de très près via l'accompagnement individuel. Il y a néanmoins des opportunités autour de la VAE. Donc, nous, on a essayé de réfléchir aux universités, aux opportunités dans le cadre de l'UCIBL. Et on s'est dit qu'il était important de vous faire connaître un petit peu la VAE. On a besoin aussi de connaître l'expertise des laboratoires de recherche afin de développer l'offre de services aux partenaires. Parce qu'il y a des liens très forts entre la recherche, la formation continue et la VAE qui peuvent être intéressants. C'est une source de développement des ressources propres des établissements. Ça permet aussi de valoriser l'expertise et les compétences et l'image de l'UCIBL. On peut également proposer des modules de formation continue via la VAE aux candidats qui auraient une validation partielle. On peut derrière leur prescrire de la formation continue. Et enfin, c'est un levier de développement pour la formation continue, je viens de le dire. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir. Un sujet qui n'est pas forcément très connu par notre domaine, nous, IFSTAR, certainement plus connu dans le domaine de l'université. Et un peu moins par nous. Est-ce qu'il y a une question ? Une question. Donc restez là. Oui, une question. Combien il y a de demandes de VAE à l'UPEM par an ? Alors la VAE, c'est un petit peu compliqué de compter comme ça parce que c'est des temps très longs. Donc il y a des candidats qui mettent 6 mois entre la demande et le passage en jury et il y en a qui mettent 18, 24 mois. Mais on est sur une centaine de demandes par an.
à s'occuper de la VAE. Donc il y a 2 gestionnaires qui s'occupent de la contractualisation, du suivi de financement et des candidats, et il y a un conseiller VAE. Donc qui gère tous les ateliers méthodologie et accompagnement au jury. Oui, merci. Tu n'as pas parlé du doctorat? Non, j'ai pas parlé du doctorat. Mais c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, bien sûr. Oui. La délivrance du diplôme de doctorat a été confiée à la commu pour les établissements du site. Et donc le développement de la validation d'une thèse par VAE, donc qui se développe surtout dans le domaine de la gestion et de l'architecture. Il y a des expériences là-dessus. Oui, c'est ouvert à d'autres, mais voilà, il y a une expérience là-dessus. Donc c'est tout à fait la même philosophie que ce qui est expliqué ici. Et je pense qu'on est une des universités, un site très très pionnier sur cet aspect-là. Et je pense que c'est un vrai potentiel de développement et de valorisation aussi d'une culture scientifique et d'un soutien. Et là aussi, même problème d'accompagnement, d'acculturation des chercheurs, des enseignants-chercheurs à l'accompagnement de ces candidats, qui doit être assez spécifique par rapport au cursus et à l'adaptation au cursus de chacun. La situation des architectes est très particulière, puisque de nombreux architectes qui ont un cabinet ont bien compris qu'il fallait avoir un doctorat pour répondre à certains projets, notamment à l'international. Et certains font de la recherche-action, beaucoup. Donc voilà, il y a tout ce pan-là qui doit être valorisé. Et je vais rajouter juste une petite chose. On a eu une enquête du ministère il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que la VAE est en recul dans quasiment toutes les universités. Ça baisse de manière significative depuis plusieurs années. Et à l'UPM, ce n'est pas du tout le cas. On est en nette augmentation. Donc voilà. Bon, bravo. Bien, on arrive donc à la fin de ce séminaire. Donc avant de le clôturer, avant de vous laisser partir, moi je voudrais, alors je ne vais pas faire évidemment une synthèse de la synthèse, c'est pas l'objectif, mais vous dire quand même quelques mots, un petit peu de sentiment général qui m'ont animé pendant ces 2 jours. Premièrement, moi cet après-midi, j'ai été très honnêtement ébloui par la qualité des travaux qui ont été restitués. Et donc j'imagine que cette qualité qui a été restituée était aussi visible dans les différents ateliers. Donc moi j'ai participé à un atelier, mais pas participé évidemment aux autres. Et donc c'est à la fois, je dirais, significatif pour le mentionner, et c'est aussi rassurant par rapport à l'objectif qui nous est fixé de créer une université à partir d'aujourd'hui en moins d'1 an. Voilà. Donc une qualité de travaux, ça veut dire une qualité des personnes qui travaillent dans ces établissements, à la fois par ce qui a été présenté, mais aussi par ce qu'on a tous dit dans les ateliers. J'ai été conforté dans ou plutôt la confirmation, la conscience que la tâche était encore longue et difficile pour arriver à l'objectif. Donc on a évidemment vu des points forts, mais le dernier exposé parlait aussi de freins, et il y a un petit peu dans tous les ateliers aussi des freins. Donc le fait de les identifier, ça nous permettra d'être encore plus forts pour les dépasser et arriver au résultat. Donc pas non plus être trop idéaliste et dire voilà, tout va bien et on y arrivera. Et puis dernier point, moi j'ai été aussi très satisfait de la qualité des échanges qu'on a eu à la fois, je dirais, pendant les ateliers, mais aussi lors des visites des laboratoires, lors des pauses café, lors des déjeuners et du dîner hier soir. Et donc tout ça, c'est grâce à vous. Donc je voudrais à la fois vous remercier, vous participants, ceux qui sont partis malheureusement hier et qui n'étaient pas là. Et donc je salue le président Gilles Roussel qui était là avec nous hier. Et puis je terminerai aussi par évidemment les remerciements à toute l'équipe qui m'a accompagné pour préparer ce séminaire, et qui j'espère aura répondu à vos attentes et apporter aussi les satisfactions que vous attendiez de cette venue à Bron. Et je pense que tous les Brondillans et tous les gens qui travaillent à Bron ont été aussi très satisfaits de vous accueillir et de vous montrer ce qu'ils font toute la journée. Et en discutant un petit peu avec les gens et des gens de l'IFTAR, ils me disaient mais je comprends pas que
on fasse pas plus de communication sur ce qu'on fait, parce que tous les gens nous disent ce que vous faites, c'est vachement bien, et en fait, on n'a pas de communication, on fait pas suffisamment de communication sur ce qu'on fait ici, pour le progrès ou ailleurs, et donc on devrait peut-être profiter de ces éléments-là pour faire davantage de communication sur ce qu'on fait et ce qu'on fait de très bien. Voilà. Donc merci encore à tous, merci à l'équipe, et puis bon retour pour ceux qui sont venus nous voir dans leurs cités respectives. Merci.